Là, j'ai mis un S à burger et il n'y a pas de S à burger. Après, maintenant, est-ce que le J, c'est le S? Ça, c'est une bonne question. Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel CSS qui s'inscrit dans le cadre d'un tutoriel plus général sur la création de sites internet. Dans l'épisode précédent, on avait commencé à intégrer un design de site internet, le site d'un restaurant fictif. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va intégrer le header, la première partie de ce site. Bien entendu, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, les tutoriels sur le HTML et les premiers tutoriels sur le CSS, ça va être difficile de démarrer directement ici. Donc la dernière fois, on avait créé la structure HTML de notre header. Le header, je rappelle, cette partie en jaune du site fictif que l'on va réaliser maintenant. Aujourd'hui, je vais utiliser des méthodologies modernes et je préfère vous apprendre directement cette façon de faire, quitte à ce que plus tard, dans les prochains tutoriels CSS, on revienne sur comment on faisait avant, ce qui vous permet quand même de comprendre un petit peu la logique. Donc on va commencer par faire le fond ici, le fond jaune du header, donc lui donner la bonne taille notamment. Alors le header, il n'y en aura a priori pas d'autres, mais c'est pas impossible qu'on retrouve la balise header ailleurs, donc je vais quand même lui rajouter une classe. Donc je vais appeler ça header, voilà, tout simplement. Donc j'appellerai plutôt la classe header plutôt que directement la balise. Alors, comment on va fonctionner? Déjà, ce header, on va aller dans le style. On va créer, vu que j'appelle la classe, je vais mettre un point. Alors, première chose qu'on va définir, c'est sa largeur et sa hauteur. Je précise ici qu'on ne fait pas de responsive, c'est-à-dire que le site a une largeur et une taille fixe. On ne va pas se préoccuper de faire en sorte que ça fonctionne sur un téléphone mobile. En tout cas, pas pour l'instant. Alors, sa taille, ce que je vais faire, donc je fais CTRL-clic sur le fond pour que ça me le sélectionne. Je vais refaire CTRL-clic sur le calque, ça va me sélectionner en fait automatiquement ici le fond, et je vais pouvoir voir normalement dans l'onglet information qui est ici, sa largeur et sa hauteur, donc ils sont tout petits. Alors là vous voyez pas parce que je suis dessus, mais voilà, c'est juste ici largeur et hauteur, ok? Donc c'est 1440 par 825. Donc je vais commencer par rentrer ça, donc width 1440 pixels, 8 la hauteur, 2 points. Alors je vais lui mettre un background, donc background color, c'est fait pour rajouter une couleur de fond, et je vais mettre un background color yellow, donc jaune, pour pouvoir le distinguer correctement. Je vais ouvrir mon site, voilà, et je vais ouvrir index.html. Alors, par contre, je vais arrêter de zoomer, puisque là, actuellement, jusqu'à maintenant, je zoomais, en fait, dans mon navigateur pour que vous puissiez voir en plus gros, en fait, ce que je faisais. Mais là, si je zoome, les tailles vont pas être bonnes et tout, donc je remets à la taille réelle. Donc voilà, donc là, vous voyez qu'en fait, ça m'a tracé mon cadre, mon header, avec la bonne largeur, la bonne hauteur. Je vais faire un clic droit dessus, inspecter, et je vais utiliser la petite flèche ici, comme je vous avais montré la dernière fois. Et quand je passe dessus, donc j'ai bien effectivement ici mon CSS header avec la largeur, la hauteur et la couleur de fond yellow que j'ai rajouté. Donc ça fonctionne. Par contre, il y a un petit truc qui va me poser problème. Alors c'est un détail pour le moment, mais là vous voyez, il y a des petites bordures blanches en fait, en haut et à gauche. Et en fait, ça, par défaut, quand vous avez un site vierge, sur la balise body, il va y avoir ce qu'on appelle un margin, c'est-à-dire une petite marge. Et donc cette marge, on va l'éliminer parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Donc en fait, sur body, donc ici, on peut tester en faisant donc plus pour que ça rajoute ma balise body. Je vais rajouter en direct pour tester, je vais mettre margin. Donc margin, c'est pour définir les marges. Alors, en fait, vous avez plusieurs solutions pour définir les marges. C'est soit vous tapez margin et en fait, ça va s'appliquer aux marges gauche, haut, droite et bas. Donc là, si je mets 0, donc vous voyez que ça a éliminé toutes les marges. En fait, j'ai pas besoin de préciser si c'est la marge de gauche, la marge d'en haut, la marge de droite ou en bas. Je peux appeler directement en faisant margin-left, par exemple, modifier la marge de gauche. Donc là, par exemple, margin left, si je mets 20 pixels, bah, ça va rajouter, comme vous voyez, 20 pixels à gauche, d'accord?
Je peux faire la même chose avec margin right, margin top et margin bottom. Donc en général, hein, c'est en anglais, donc left, gauche, right, droite, top, c'est en haut et bottom, c'est en bas. Ou alors directement dans le margin, je peux venir définir plusieurs margins. Donc en fait, si par exemple j'écris 20 pixels, donc là ça fait 20 pixels pour tout. Si j'écris deux valeurs, c'est-à-dire 20 pixels et 30 pixels, en fait ça va mettre 20 pixels en haut et en bas et 30 pixels à gauche et à droite. Et ensuite je peux définir les 4 valeurs les unes après les autres, donc juste séparées par des espaces. Et là, ça va me définir, donc d'abord, si je dis pas de bêtises, la margin d'en haut, la marge d'en haut. Ensuite, la marge, si je dis pas de bêtises, de droite. Après, ça va être la marge d'en bas. Et ensuite, la marge d'à gauche. Ok? Bon, ça, c'est du détail. En tout cas, moi, je veux mettre margin 0. Donc ça, je vais le copier. Et je vais venir le mettre ici. Donc, body margin 0. Donc ça, c'est juste pour réinitialiser. Pour que je n'ai plus cette marge qui se met par défaut, en fait, dans mon navigateur sur la balise body. Ok? Donc là, si je rafraîchis, il n'y a plus de soucis. Maintenant, j'ai plusieurs problématiques. Mon site, en fait, je veux qu'il soit centré. J'ai pas envie qu'il soit calé à gauche. Donc, pour ça, on va remonter... donc, ma balise header, c'était la balise qu'il y avait ici. Je vais agrandir ça un peu, comme ça vous allez voir un peu mieux, voilà. Donc là, la balise que je viens de mettre en jaune, c'est la balise header. La balise qui est au-dessus, c'est la balise container. Donc la balise container, pareil, je vais lui mettre une largeur. Donc width, la largeur c'est 1440, hein, la même chose que le header. Donc je vais rajouter un margin auto. Alors... là, quand on met marge auto, ça veut dire qu'il va gérer automatiquement la marge, sauf qu'il va la gérer partout, et notamment à gauche et à droite. Et là, comme vous voyez, quand on met margin auto, en fait, il va égaliser les marges de gauche et de droite, ce qui fait qu'en fait, il va me centrer tout simplement mon container. Voilà, donc margin auto, c'est un moyen de pouvoir centrer horizontalement un élément. Donc vous voyez mon container, en fait il contient effectivement mon header, mais aussi toutes les autres balises qu'on ne voit pas encore, puisqu'on n'aura pas donné détail. Voilà, j'aimerais bien quand même qu'il y ait peut-être une petite marge en haut, c'est-à-dire que ce ne soit pas directement collé. Donc là je vais rajouter un margin top. Et je vais mettre, je sais pas, par exemple 10 pixels. Un peu plus. Alors là ce qui est bien, c'est que si je fais flèche d'en haut ou flèche d'en bas quand j'ai ma valeur, vous voyez, je peux déplacer en direct. Donc ça me permet de pouvoir tester, allez, par exemple 30 pixels, ça a l'air pas mal. Donc je vais faire ça. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même une incohérence, c'est-à-dire que là, il y a le margin qui est censé définir haut, bas, gauche, droite. Et là, vous avez en dessous un margin top. En vrai, c'est pas vraiment une incohérence. En fait, il va, pour le top, en fait, il va prendre la dernière valeur écrite, c'est-à-dire en l'occurrence celle-ci. Si je voulais être un petit peu plus propre, en fait, ce que j'aurais marqué, c'est... En fait, j'aurais tout mis en auto comme ça, et le top, c'est la première valeur, j'aurais mis 30 pixels. Donc je peux l'écrire comme ça aussi, c'est-à-dire top 30 pixels, et ensuite tout le reste en auto. Ok? C'est la même façon de l'écrire, c'est juste peut-être un peu plus propre. Ça évite qu'il y ait des valeurs qui prennent la priorité sur d'autres. Bon, voilà. En vrai, ça change pas grand-chose. Hein. Donc, hop, je vais coller ici, container. Voilà, j'enregistre bien à chaque fois. Donc ici, quand je rafraîchis, voilà, j'ai mon élément qui est bien positionné. L'autre spécificité, quand vous regardez, en fait, il n'est pas jaune, il n'est pas d'une couleur unie. En fait, il y a une espèce d'image avec des petits dessins derrière. Donc cette image, je l'avais enregistrée. Et donc, on va l'appliquer à ce fond. Alors pour ça, tout simplement, donc c'est dans le header que je vais l'appliquer. Alors plutôt que mettre un background color yellow, on va utiliser background-image. D'accord? Donc ça, en fait, ici, on va spécifier l'URL d'une image. Donc pour ça, on utilise URL, comme ceci, ouvrez, fermez la parenthèse, et ensuite, on va chercher l'image. Alors, si vous vous rappelez bien, point pour remonter d'un niveau. Ensuite, vous voyez, il me propose donc IMG. Et ensuite, c'était header.jpg, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, on va aller voir ce que ça fait. Alors là, ça marche très bien du premier coup, on a beaucoup de chance puisqu'en fait, mon image fait exactement la taille de mon cadre. Mais c'est pas toujours le cas. On verra par la suite qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec
cette notion de background image. On peut définir si elle va se répéter ou pas, si jamais elle est plus petite que le cadre dans lequel elle est insérée. On peut définir sa taille, comment elle se comporte, on peut faire pas mal de choses. Voilà, donc ça on verra ça par la suite. Alors moi ce que j'aime bien c'est d'abord faire apparaître mes éléments, qu'ils ressemblent à ce à quoi ils doivent ressembler in fine, et ensuite une fois que j'ai ces éléments visibles, je vais les agencer pour qu'ils soient au bon endroit, donc lui à gauche, lui à droite, lui en haut, lui en bas, voilà. Parce que je trouve que c'est assez difficile de les agencer si on n'a pas leur vraie taille définitive, si on les voit pas visuellement. Donc, on va commencer par le logo. Ici, on a créé une div classe logo. Ce logo, on va tout simplement aller appeler la classe dans le style.css, donc .logo, comme ceci. Et on va aller chercher, pareil, background image. Alors, là, ça peut se discuter. C'est-à-dire que là, j'utilise du CSS et une image background pour afficher le logo. Comme c'est un logo et qu'on aimerait peut-être que dans les moteurs de recherche, ce logo soit mis en avant, peut-être qu'il faudrait utiliser une balise HTML IMG plutôt que d'utiliser du CSS. Là, je préfère utiliser du CSS. Ça peut se discuter. Après, c'est pas une question fondamentale non plus. Hein. Donc ici, je vais aller chercher dans IMG mon logo.png. Voilà. Par contre, il faut que je définisse une taille à tout ça. Alors on va aller voir tout simplement mon logo, quelle taille il fait, sachant que j'ai tout exporté déjà à la bonne taille. Donc là, le logo, il fait 263 par 58 pixels. Il suffit de laisser ma souris dessus, et je vois directement la taille. Sinon, vous faites clic droit, propriété, et là, quand vous allez dans détail, vous allez voir la dimension. Donc 263 pixels par 58. Je vais définir la taille, parce que si je définis pas la taille, en fait... ma balise fait une taille nulle, quoi, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur, donc en fait je vais absolument rien voir. Donc 263 pixels par 58 pixels, voilà. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Et donc là j'ai bien mon logo, voilà, alors effectivement mon logo apparaît, il est à la bonne taille, tout est nickel. Par contre, effectivement, il n'est pas placé au bon endroit. Hein. Vous voyez qu'il faudrait plus de marge en haut à gauche, mais ça je le ferai après. Pour l'instant, je vais vraiment designer tous mes éléments, et ensuite je les positionnerai. Donc l'élément suivant, c'est... donc on va s'occuper du menu à droite, et on va s'occuper d'abord de l'Express Delivery avec le petit logo scooter. Alors d'abord, on va commencer par mettre le texte correctement. Donc je vais double-cliquer ici, si je me rappelle bien, c'est la police Montserrat. On va aller pointer cet élément. Donc ici, c'est la balise phone avec à l'intérieur Express Delivery. Donc je vais pointer dans le CSS cette classe, d'accord. D'abord, il faut mettre la bonne police. Pour ça, on utilise font-family. Donc ça permet d'aller chercher la police. La police, vous vous rappelez, je les ai inclus grâce à FontFace. Donc j'ai fait toute une opération, donc vous voyez ça dans le tutoriel précédent. Et donc en fait, il suffit d'appeler, vous voyez là il y a marqué FontFamily Montserrat. Donc en fait, pour aller choper cette police-là, il suffit d'écrire FontFamily, Montserrat. Donc ça va le mettre dans la bonne police. Ensuite, quelle taille fait-elle cette police? Donc là, je vois qu'elle fait 16,67 pixels dans Photoshop. Bon, on va arrondir, hein, donc on va mettre allez, 16 ou peut-être 17. Donc on va... Allez, normalement, on est censé... C'est plus proche de 17, donc on va mettre 17 pixels. Pour ça, on utilise font-size. Vous verrez que dès qu'on travaille voilà, les polices, le texte, ça va souvent être font-quelque chose ou texte-quelque chose, d'accord? Font étant plus rattaché au texte en lui-même et texte tiré étant plus rattaché à la mise en page du texte. Alors, font size, on a dit 17 pixels, voilà. Donc je l'écris comme ceci. Autre paramètre, la couleur. Donc c'est pas du noir, c'est une couleur un peu marron. Donc en fait, quand je sélectionne mon texte, ici, en fait, vous avez toutes les propriétés du texte en haut. Et en fait, ici, vous avez la couleur qui est là. C'est très simple, je clique ici sur ma couleur. Et en fait, alors je ne vais pas rentrer dans c'est quoi l'hexadécimal, etc. Ça fait juste que c'est une référence. Voilà. Et en fait, c'est ici, dans Photoshop. Donc, cette référence, c'est la référence de la couleur. Donc, je vais la copier. Et ici, je vais la coller. Alors, on met toujours un dièse devant pour spécifier que c'est de l'hexadécimal.
Voilà, et donc en fait vous voyez que la couleur elle apparaît ici dans un petit cadre parce que le logiciel est bien fait. Autre spécification, est-ce que le texte est en gras? Effectivement le texte est en gras, donc je vais utiliser font-weight et je vais mettre bold, d'accord, pour dire que le texte est en gras. Effectivement, donc ça s'est bien mis correctement. Alors maintenant, il y a autre chose qu'il faut que je rajoute, c'est le petit scooter qu'il y a devant. Pour faire ça, je vais d'abord rajouter background-image, donc URL, et je vais chercher mon petit scooter, donc, qui est avec les autres images, donc scooter.png. J'enregistre, et là, si je teste, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai mon scooter qui se duplique, comme ça, en plus, qui est coupé en bas. Ça a l'air un petit peu chelou. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe? En fait, une image mise en background va prendre toute la place disponible. Il se trouve que les deux images que j'ai fait avant, j'avais bien spécifié la largeur hauteur de chaque élément, de telle façon que ça fasse pile poil la taille de l'image, donc j'avais pas ce problème-là. Mais là, c'est pas le cas. Mon élément est beaucoup plus grand. Donc vous voyez, c'est pas très beau. Alors déjà, première chose qu'on va faire en sorte qu'il ne se répète pas, puisqu'on en a besoin que d'une fois. Donc pour ça, on va utiliser background-repeat. Et on va utiliser le paramètre noRepeat. Donc ça, c'est pour dire ne répète pas l'élément. Donc effectivement, ici, il ne se répète pas. Donc maintenant, je vais le faire en direct ici, ce sera plus intéressant. Hop, je vais inspecter cet élément-là. Voilà, donc je suis bien sûr phone. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée en fait un espace à gauche pour que mon image ne se mette pas par-dessus le texte. Et pour ça, on va utiliser le padding. Alors tout à l'heure, on a vu le margin. Le margin, ça rajoute des marges, en fait, autour de mes éléments, d'accord? À l'extérieur de mes éléments. Padding, c'est une sorte de marge interne, c'est-à-dire que ça rajoute de la marge, mais à l'intérieur de mon élément. Donc pour ça, je vais utiliser padding left, puisqu'en fait, je veux rajouter, donc ça marche exactement comme margin, hein, vous pouvez soit tout définir dans padding, ou alors vous faites padding left, padding top, padding bottom, etc. Donc ici, je vais rajouter, je sais pas, par exemple 50 pour tester. Et donc là, vous voyez que ça me rajoute effectivement de la marge à gauche. Alors, là, il y a deux solutions. Soit on le fait un peu au pifomètre, parce que bon, on va pas mesurer. Voilà, on voit qu'il y a à peu près cet espace-là. Donc, padding left, voilà, ça me semble à peu près correct. Par contre, là, vous voyez que mon image est coupée. Mon image, vous voyez qu'elle dépasse un peu en haut et à gauche, et en fait, le texte est centré au milieu. Alors pour ça, on va augmenter la hauteur. Donc je vais faire 8, je sais pas, 30 pixels, hop, j'augmente, voilà. Vous voyez, jusqu'à ce que mon scooter apparaisse. Vous voyez, si je fais la flèche vers le bas, ça va diminuer. La flèche vers le haut, ça va augmenter. Voilà. Donc là, je vois mon scooter en entier. Par contre, problème, mon texte est collé en haut. Il est plus centré. Je vais utiliser le mode de display flex. Je vous avais parlé en HTML, dans les tutos HTML, qu'en fait, il y avait des containers qui se comportaient comme des containers de type bloc, mais aussi d'autres qui se comportaient comme des containers de type inline. En fait, pour modifier ce type de comportement, en CSS, vous avez un paramètre qui s'appelle display. Et en fait, si je mets display block, bah, la balise se comporte comme un élément de type bloc, mais je peux très bien mettre display inline, et en fait, il va se comporter comme un élément de type inline. C'est ce qu'on a vu dans les tutos précédents. Ici, en fait, je vais invoquer... Alors, en fait, des types de display, il y en a plein, et c'est des comportements, en fait, différents, mais qui permettent, en fait, d'avoir des paramètres différents, utilisables. Ici, je vais utiliser le type de display flex. D'accord? Donc, le type de display flex... bon, vous verrez, c'est assez complexe, mais ça permet de faire beaucoup de choses. Ça vous permet d'avoir des paramètres supplémentaires qui vont vous permettre facilement d'aligner des éléments, de les centrer, de les déplacer, là où le display block n'est pas assez puissant, en fait. Donc maintenant, pour centrer verticalement mon texte, je vais utiliser align item center. Align item, ça veut dire qu'à l'intérieur d'une boîte flex, mais ça ne marchera que dans un container de type flex, c'est pour ça qu'il faut mettre le display flex avant, ça veut dire que l'axe secondaire, donc en fait l'axe primaire là actuellement dans cette boîte, vu qu'on l'a pas modifié, l'axe primaire c'est l'axe
horizontal, d'accord? Donc c'est le premier axe horizontal. Et l'axe secondaire, c'est l'axe vertical. Et donc cet axe secondaire, en fait, on utilise align item pour intervenir dessus. Et on dit center pour dire, voilà, on va centrer les éléments. On reviendra plus en détail hein, sur les display flex. Pour l'instant, voilà, je veux aligner verticalement, je mets display flex, align item, center, et ça centre verticalement. Donc là, vous voyez que mon élément, bah, voilà, ressemble globalement à ce à quoi il doit ressembler. Donc c'est plutôt cool. Et donc maintenant, il ne faut pas que j'oublie de copier phone, parce que si je rafraîchis la page, je vais perdre toutes les modifs que j'ai faites. Mon menu, il faut que les éléments ne soient pas les uns en dessous des autres, mais bien les uns à côté des autres. Donc je vais commencer par ça. Donc on a utilisé une liste, hein, UL-LI, que vous pouvez voir ici. Donc en fait, on va pointer l'élément UL, donc je vais faire plus, et pour histoire qu'il n'aille pas chercher toutes les balises UL partout dans le site, je vais spécifier que c'est le UL qui est à l'intérieur de menu. Donc pour ça, je fais une arborescence. Donc d'abord, tu vas dans la classe menu, donc c'est la classe qui est au-dessus, et ensuite, à l'intérieur de cette classe menu, tu vas chercher le UL qui est là, pardon. Donc là, je vais pouvoir agir directement sur le UL. Et même chose que tout à l'heure, je vais mettre le mode de display flex. Et là, vous voyez que le mode de display flex, qu'est-ce qu'il fait immédiatement? En fait, il dit à chaque élément de venir se coller les uns derrière les autres, en fait. Donc là, ça se rapproche un petit peu plus de ce que l'on veut faire. Maintenant, bon, les points, c'est très bien quand on fait des listes, sauf que là, dans le cadre d'un menu, les points, ça m'intéresse pas tellement. Donc en fait, il va falloir faire disparaître ces points. Pour ça, on va sélectionner cette fois-ci les LI. Donc je vais faire un plus ici. Et donc je vais spécifier quand même que c'est les LI qui est à l'intérieur de menu et à l'intérieur de UL, par exemple, si je veux. C'est pas obligé de mettre le UL, mais voilà, au moins c'est précis. Et donc ici, je vais utiliser liste -style. Donc ça, c'est voilà, style de liste. Et je vais mettre none pour dire ne m'ajoute pas de style au bouton, en fait. Enfin, ne m'ajoute pas de tiret, ne m'ajoute pas de points, etc. Et donc là, vous voyez que ça les a masqués. Ok? Donc là, vous voyez, j'ai pas fait de copier-coller encore, mais je peux naviguer d'un élément à l'autre. Hein. Vous voyez que si je reclique sur le UL, il y a bien toujours mon display flex qui est ici. Donc c'est juste qu'à la fin, il va falloir ne pas oublier d'aller copier les éléments que j'ai mis dans le LI et les éléments que j'ai mis dans le UL. Je vais mettre la bonne police, la bonne couleur, etc. Donc là, en l'occurrence, la police, c'était Bibas nœud en gras 20 pixels avec la même couleur que l'autre. Alors, pour pas m'embêter, je vais d'abord copier le menu UL, que je vais mettre là. Je vais copier le menu ULLI, que je vais mettre là. Et donc là, je vais spécifier tout directement ici, ça ira plus vite. Donc font family, donc c'était Bibas. Donc là, je reviens dans mes polices. Voilà, donc c'est Bibas no regular qui est là. Donc il faut bien prendre exactement la même référence, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Font size, donc pour la taille de la police, c'était 20 pixels. Color pour la couleur. Et donc là, je fais un copier-coller parce que c'est exactement la même couleur que le reste. Et il y a une petite spécificité, c'est que vous voyez ici, tout est en majuscule, alors que j'ai pas tout écrit en majuscule ici. Et donc pour ça, vous avez la propriété texte transform et uppercase. Uppercase pour dire mettre tout en majuscule. Donc on va tester. Globalement, il me semble que ça fait la bonne taille. Voilà, par contre, bon, tout est collé, donc ça c'est pas terrible. Alors on va essayer de regarder un petit peu comment ça marche. Si je fais un inspect dessus, je me rends compte, par contre sur le UL, vous voyez qu'il y a une espèce de marge qui est jaune ici, à gauche. Cette marge, elle me dérange, j'en ai pas besoin. Donc dans menu UL, pareil, je vais mettre margin 0. Alors, il s'avère que ça n'est pas un margin. Donc, ça a enlevé les marges, mais c'est pas un margin, c'est un padding, en fait. Donc, je vais mettre padding 0. Voilà. Donc, margin 0, padding 0. Comme ça réinitialise tout. J'ai pas des marges intempestives dont je ne souhaite pas. Hop, je colle ici pour que ce soit pris en compte. Alors maintenant, pour faire ça simplement,
en fait, je vais définir tout simplement une largeur à mon UL. Alors, quelle largeur il fait à peu près sur le site? Alors là, on va être un petit peu au pifomètre. Alors, un petit peu, hein, pas beaucoup, mais je vais utiliser la sélection, en fait, qu'il y a ici. Alors, je vais devoir baisser ma tête parce que sinon, vous n'allez pas tout voir. Je vais me mettre ici. Je vais utiliser la sélection pour voir à peu près la taille que fait ce truc-là. Donc, je fais CTRL-D pour désélectionner tout ce que j'avais sélectionné avant. Et voilà, je vais prendre approximativement ici, et donc je vois que ça fait 506 pixels de large. Donc, ici, je vais définir une largeur de 506 pixels de large. Alors, vous voyez que ça change rien. Si je passe dessus, bon, je vois mon 506, hein, je vois que c'est un peu plus large. Par contre, j'aimerais bien que les éléments se répartissent un peu naturellement dedans, et pour ça, je vais utiliser... je vais accéder donc à l'axe primaire. On a modifié tout à l'heure l'axe secondaire dans un display flex avec align item. Et là, je vais utiliser justify content cette fois-ci. Et donc là, j'ai tout un tas de propriétés, vous voyez, qui me proposent pour ce justify content. Vous voyez aussi qu'il y a de l'autocomplétion ici, donc c'est assez pratique. Et en fait, on va utiliser space between. Space between, en fait, ça va rajouter... ça va répartir les éléments automatiquement, mais en rajoutant en fait de l'espace entre chaque élément, sachant que le premier élément, lui, va être collé à gauche et le dernier collé à droite. Alors, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que c'est pas exactement la même chose quand même. Là, il y a une autre spécificité, c'est qu'en fait, chaque élément, dans chaque titre, en fait, les lettres sont assez espacées, en fait. Vous voyez, elles sont pas collées comme elles le sont chez moi. Donc pour ça, on va appeler, pour éloigner les lettres les unes des autres, donc on va utiliser un autre paramètre qui est letter spacing. Et donc là, on va pouvoir définir l'écart entre les lettres. Donc si par exemple je mets 10 pixels, vous voyez que c'est beaucoup trop. Donc on va le diminuer, peut-être 5 pixels, ça me semble être relativement la même chose. Ok? Donc je vais copier ça maintenant ici. Donc c'était ça, voilà. Non, pardon, c'était menu UL. Voilà. Allez, élément suivant. Donc ici, on a les titres à gauche. Donc on va faire d'abord ce premier titre. Donc là, pareil, ça doit être du bibass, 23 pixels. Alors, on va aller sélectionner cet élément-là. Plus, donc c'est texte 1. Donc là, c'est texte 1, donc ça se met automatiquement. Donc font family. Alors, je me rappelle plus... c'est bibass. Bibass no regular. La taille de la police. J'écris 20 pixels, mais c'est pas ça. La taille de la police, c'est 23 pixels. La couleur, c'est celle-ci. Voilà. Et petite originalité, ici, il y a donc ce contour avec des tirets. Donc pour ça, on va utiliser une nouvelle propriété qui s'appelle border. Donc dans border, on va pouvoir tout spécifier d'un coup. Donc d'abord, premier paramètre que l'on rentre, c'est l'épaisseur de la bordure. Donc ici, je vais mettre 2 pixels, on verra si c'est ça. Ensuite, le type de bordure. Alors si vous mettez solide, ça va faire une bordure, vous voyez, entière. Nous... on veut une bordure, donc si je dis pas de bêtises, c'est dashed, voilà, pour dire que c'est des pointillés. Et ensuite on spécifie la couleur, donc la couleur, c'est la même couleur que le texte. Voilà. Bon, sachant que vous pouvez spécifier, donc là c'est un peu comme avec les margins et les paddings, vous pouvez spécifier chaque paramètre de la border séparément, donc là j'ai tout mis dans border, et en fait vous auriez pu faire border... donc si je dis pas de bêtises, c'est border width, voilà, pour la taille, donc là vous aurez mis 2 pixels. Ensuite border type, non, border style, voilà, pour dashed, pour dire que c'est des petits tirets. Et ensuite c'est border color pour la couleur. Voilà. Bon, il y a toujours plusieurs façons d'écrire, hein, de façon groupée ou de façon séparée. Donc voilà, par contre, là, ça fait toute la largeur de l'écran, et là, c'est pas le cas. Donc je vais cliquer sur le rectangle, ici,
ce qui me permet de voir sa taille. Donc ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 404 par 49,5. Donc width 404 pixels et 49,5. Sauf que vous voyez que là, il y a beaucoup d'espace, l'élément est centré à l'intérieur. Là, bon, il n'est pas centré, il reste en haut à gauche, donc on va passer là aussi en display flex. Et donc on va aligner sur les deux axes. Donc le premier axe, c'était Justify Content Center. Et le deuxième, c'est Align Item Center. Voilà. Et donc mon texte est centré à l'intérieur. Alors j'ai l'impression qu'il y a aussi plus d'espace entre les lettres. Je suis pas sûr à 100%. Peut-être qu'il faut augmenter un peu la taille de la police pour que ça ressemble... Voilà. Parce qu'en fait on n'était pas à 23 piles sous Photoshop. Donc 24 c'est un peu plus réaliste. Voilà, ça ressemble un peu plus. Donc je vais copier mon texte 1 surtout, ne pas oublier. Ici. Donc, on va passer à la suite. Maintenant, c'est Burger. Alors, Burger, la police, c'est le Alpha Slab 1. Alors, directement ici, texte 2, font family pour aller chercher la police. C'est... Voilà, c'est Alpha Slab 1 Regular. Font size, donc la taille de la police... Donc c'est 114 pixels, donc c'est assez gros. On va voir déjà ce que ça donne. Voilà, c'est assez gros. Par contre, là, il est en majuscule intégralement, donc maintenant je vais continuer ici. Donc ça va être en majuscule, c'est texte-transform uppercase, on a vu ça tout à l'heure. Alors, quelle est sa couleur? C'est la même couleur que le reste du texte, donc pour ça, je vais aller copier la couleur ici. Color. Hop, je la colle. Sauf qu'il y a ici une petite originalité, il y a une ombre blanche. Donc, pour faire de l'ombre en CSS, on va utiliser text-shadow. On a 3 paramètres d'abord. Le décalage vertical, le décalage horizontal, l'effet de flou que je vais mettre à 0 pixels puisque l'ombre elle est très nette, elle n'est pas floue, et ensuite la couleur de l'ombre. Donc là je mets red histoire qu'elle s'affiche, mais je vais aller chercher la bonne couleur. Donc ici, je peux prendre la pipette comme ça je m'embête pas. Donc je récupère la couleur ici, donc la pipette en fait il suffit de cliquer sur la couleur ici, et là vous voyez vous avez une pipette, il vous suffit de cliquer sur la couleur qui vous intéresse. Je vais me remettre là. Voilà, et donc là on peut récupérer la référence de cette couleur. Donc c'est pas rouge, mais cette couleur là. Alors ça a l'air d'être plutôt ça, ouais, j'ai mis 5 pixels, ça correspond plutôt bien. Donc on va garder ce paramétrage là. En fait, vous voyez le 0 pixel, si je le fais évoluer, vous voyez que ça devient flou en fait. L'ombre devient floue derrière. Moi je veux une ombre nette, donc je mets 0 pixel. Et donc le premier paramètre, comme je disais, c'est le décalage horizontal, pardon, j'ai dit vertical. Le deuxième paramètre, c'est le décalage vertical, voilà. Donc mon texte est bon. Je vais remplacer texte 2. Alors texte 3, je vais copier ça parce que c'est plus ou moins la même chose, c'est juste la taille de la police qui change. Donc ici, je vais mesurer la police. Alors, vu que je ne l'ai pas installé sous Photoshop, il m'affiche cette fenêtre. 56 pixels. Donc ici, je vais remplacer juste par 56 pixels. Et normalement, c'est tout ce que j'ai à faire. Voilà. Donc maintenant, on va passer au dernier élément, donc c'est le burger. Alors le burger, on va déjà afficher l'image. Ça va être directement dans Header Bottom Right. Donc ce Header Bottom Right, on va le spécifier dans le CSS. On va mettre background-image pour aller chercher l'image. URL. Donc .img, et donc c'est burger, voilà. Donc on va regarder à quoi ça ressemble.
à rien du tout puisque j'ai pas spécifié de largeur et de hauteur. Alors je vais plutôt utiliser le rectangle, la sélection pour voir à peu près. On va dire que l'image elle fait à peu près allez, 785 par 580. Donc je vais lui mettre une largeur de 785 et une hauteur de 580 pixels. Là, le burger apparaît. Mais vous voyez que c'est un petit peu compliqué parce qu'il est coupé, parce que l'image est beaucoup plus grande. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. En plus, bon, là, ça dépasse puisqu'il n'arrive pas à se positionner correctement. Je vais demander à l'image, donc en faisant background position center, de se centrer à l'intérieur du cadre. Mais là, vous voyez qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire que le halo est coupé. On réglera ce problème après. On va pas s'embêter tout de suite parce que là, vous voyez qu'elle est mal positionnée. Donc, on va laisser ça comme ça pour le moment. Et ensuite, une fois qu'on va bien positionner les éléments, on va voir comment on va réajuster ce bloc pour qu'on n'ait pas ces problèmes de coupe. Voilà. Donc, je vais copier header bottom right. Et on va s'occuper du prix. Alors, le prix, c'est le badge price. Alors, pareil, lui aussi, il a une image. Donc, background, image, URL. Donc, img, prix.png. Il a une largeur et une hauteur. Donc ça, je peux aller voir directement l'image. Ici, donc c'est 173 par 174. Donc, width, 173 pixels, 8. 174 pixels. Toujours bien définir la largeur et hauteur, c'est important. Donc là, vous voyez, j'ai mon élément qui apparaît. Par contre, le texte, voilà, il est toujours aligné en haut à gauche. Avant toute chose, je vais d'abord centrer mon texte à l'intérieur et pour ça, je vais faire ce que je vous ai montré, donc display flex et donc align item center, justify content center. Voilà, donc ça va tout aligner. Bon, par contre, les éléments vont se mettre l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire que price number et price text vont être alignés l'un à côté de l'autre, et moi j'ai envie qu'ils soient l'un en dessous de l'autre. Donc je vais changer dans ma classe price, je vais ajouter un paramètre qui est flex direction, et je vais mettre colonne. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire dans quel sens les éléments qui est à l'intérieur de mon container display flex vont se positionner. Par défaut, en fait, c'est flex-direction row. Donc row, ça veut dire ligne, ça veut dire que tous les éléments vont se mettre en ligne. Là, comme j'ai utilisé colonne, en fait, les éléments vont se positionner les uns en dessous des autres. Donc de façon verticale. Et en fait, il y a d'autres paramètres, hein, c'est-à-dire qu'on peut mettre colonne reverse, donc là, ils vont se mettre dans l'ordre inverse. Vous voyez, par exemple, que là, c'est only qui s'est mis en premier et le prix qui s'est mis en dessous. Il y a row reverse pour mettre dans le sens inverse mais en ligne. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails là, mais moi je veux colonne. Donc là vous voyez déjà mon texte il est centré et il est plutôt positionné correctement. Alors comme tout le texte à l'intérieur est blanc, je peux spécifier directement dans price et pas dans les balises de enfant, c'est-à-dire price number et price text. Je peux préciser directement la couleur ici. Donc c'est blanc. Alors blanc en fait c'est dièse FFF ou dièse FFF. Voilà. En gros c'est de l'hexadécimal, donc F c'est le chiffre le plus grand, donc si vous mettez tout à fond, donc que du F, ce sera blanc. Si vous mettez 0, 0, 0, 0, enfin 6 0 ou 3 0, ça va être du noir, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller chercher la couleur. Vu que c'est la même police, je peux spécifier la police ici, donc font family. Alors, par contre, j'ai pas vérifié ce que c'était. C'est Bibasneu, donc je vais récupérer la référence. La référence, voilà, Bibasneu Regular. Voilà. Et ensuite, par contre, ils ont des tailles différentes, donc ça, je vais le spécifier dans chaque sous-élément. Donc, je copie ça. Price, je le remplace ici. Et ensuite, donc les deux éléments, donc il y a d'un côté le chiffre et de l'autre côté le texte. Donc pour price number, je vais aller chercher la taille
Voilà, et l'autre c'est price... mince, c'est price quoi? C'est price text, je vais aller chercher la taille aussi. Donc price number. Alors on va gérer le 0.49 là. Après pour l'instant on va mettre tout de la même taille. Donc on est en 70 hein, quasiment. Donc font size 70 pixels. Et pour le price text, ici on est à 33 pixels. 33 pixels. A noter que tout est en gras aussi, j'ai oublié de le rajouter, je vais le rajouter là. Donc bold. Donc on va voir si j'enlève le bold ici. Oui, ça me semble plus correct. Alors pour ça, en fait, il y a une balise particulière qu'on n'a pas rajoutée. Donc je vais aller dans mon HTML. Et en fait, ici, je peux mettre sub pour dire que c'est en indice. Ça aurait été sup pour dire que c'est en exposant. Donc on va voir ce que ça fait. Voilà, sauf que, alors là, c'est pas terrible, c'est décalé, tout ça. Donc on va ajouter du CSS autour de cette balise sub. Pour ça, on va pointer price number, histoire que ça modifie pas toutes les subs du site, mais uniquement la balise sub de price number. On va diminuer la police, déjà. Ah, par contre, j'ai envie que ce soit aligné de la même façon. Donc pour ça, c'est vertical align baseline, en fait. Voilà. Parce que par défaut, en fait, ça ajoute un paramètre vertical align sub, en fait, pour dire que c'est en indice. Mais nous, ça nous intéresse pas dans notre cas, donc on va utiliser baseline. Voilà, retenez-le. Bon, vertical align, vous l'utiliserez pas tous les jours. Mais voilà, c'est pour dire que ça se base sur le même alignement. Donc je vais copier cet élément CSS. Et ensuite, le only en dessous, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il est en majuscule. Et voilà, il est séparé aussi. Alors, les lettres sont réparties sur toute la largeur. On va utiliser letter spacing. Et je vais mettre 10 pixels. Oui, alors là, l'effet est pas exactement identique. Bon, voilà, donc letter spacing. Voilà, pour que ça fasse à peu près la même chose. Ok, donc price text, je le remplace ici. Donc là, globalement, on a designé à peu près tous les éléments. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de tout faire. Vous pouvez en faire que quelques-uns et commencer à les positionner, parce qu'après, ça peut être un peu le bazar, mais bon. Disons que là, c'est assez pratique, puisque voilà, mes éléments sont créés, ils ont la bonne typo, ils ont la bonne taille, la bonne image, etc. Maintenant, je vais devoir les aligner correctement. Alors, on va faire ça par étapes. D'abord, on a un header top et un header bottom. C'est ce que j'avais découpé au début. Donc là, on voit qu'ils sont bien positionnés. Vous voyez que le header top est bien haut, le header bottom est en bas. À l'intérieur de ce header top, les deux sous-éléments que j'ai, c'est à gauche le logo et à droite le header top right. Donc en fait, là, ils sont l'un en dessous de l'autre et moi, j'aimerais qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Donc pour ça, on va faire ce qu'on a fait depuis le début, en fait. On va sélectionner le header top et on va le mettre en display flex. Voilà, et vous voyez que automatiquement, les éléments se mettent les uns à la suite des autres. Par contre, ce que j'ai envie, c'est qu'il y en ait un qui soit réparti à gauche et l'autre à droite, et pour ça, on va utiliser justify content space between. D'accord? Ce qui fait que les éléments donc, sont bien positionnés l'un à gauche et l'autre totalement à droite. Par contre, moi, j'ai pas envie qu'ils soient collés comme ça. C'est-à-dire que là, quand je regarde mon design, là, ça respire, en fait, il y a de la marge sur les côtés. Donc pour ça, je vais ajouter ce qu'on appelle du padding. On va dire, allez, hop, c'est quoi? C'est 50 par 50 à peu près. Donc ici, on va mettre un padding de 50 pixels. Et donc là, ça va rajouter un padding. Alors, je veux que ce soit un padding top. D'accord, donc là, on va le noter comme ça. Je veux que ce soit aussi un padding left de 50 pixels.
et un padding right de 50 pixels. Mais j'ai pas forcément envie que le padding bottom, c'est-à-dire qu'en dessous, il y ait 50 pixels. Là, si je regarde, l'espace qu'il y a, bon, il faudra que je le quantifie, mais je vais en mettre très peu, puisqu'il va falloir pas mal d'espace pour mon image ici. Alors, je vais copier ce header top, tout d'abord. Hop, je vais le mettre à la suite. Ici, peut-être, voilà, il y a plus d'espace entre le Express Delivery et le menu. En fait, voilà. Et le Express Delivery, il est aligné à droite, hein, il n'est pas aligné à gauche comme ceci. Donc, premièrement, donc dans mon header top right, je vais là aussi mettre un display de type flex. Par contre, je vais préciser que c'est flex direction colonne, c'est-à-dire que là, en dessous de l'autre, puisque sinon ça m'annule ce que j'ai fait. Donc, je vais aligner les éléments sur l'axe principal en utilisant align item. Donc, flex end. Flex end, ça veut dire à la fin, donc c'est-à-dire à droite. Si je regarde ici, il y a un petit peu d'espace entre tout ça. Alors avant, je vais copier mon header top right, puisque j'ai plus besoin d'y toucher. Et en fait, pour rajouter de la marge, je vais tout simplement, en dessous de Express Delivery, rajouter un margin. Donc, c'est la classe font hein, que j'ai sélectionnée. Donc, je vais mettre margin bottom, donc une marge en dessous de, je sais pas, par exemple 20 pixels. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Si je regarde, oui, voilà, globalement, on va dire globalement c'est ça. Et je vais copier ma classe font avec ces modifications. Hop, classe font qui est beaucoup plus haut, ici. Voilà, donc maintenant, bah, ça a l'air plutôt pas mal pour mon en-tête. Maintenant, je vais m'occuper de ce qu'il y a en dessous. Donc ça va être header bottom. Header bottom, je rajoute ici. Donc à l'intérieur, il contient l'élément de gauche et l'élément de droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un display flex, et là automatiquement ça va mettre les éléments les uns à côté des autres. Voilà, puisque j'ai pas besoin de préciser flex direction row, parce que par défaut c'est en ligne, d'accord? Si je voulais qu'il soit l'un en dessous de l'autre, je mettrais flex direction colonne. Alors il faut quand même que je mette un petit peu de marge par rapport à en haut ici, puisque là vous voyez quand même qu'il y a un petit peu d'espace. Donc on va en mettre, mais pas beaucoup. Voilà, je vais mettre, je sais pas, 20 pixels. Alors vous voyez que mon header bottom fait exactement cette taille-là. Donc je vais mettre ouais, une marge de 40 pixels, voilà, histoire d'être sur un chiffre rond. Et là je vais faire en sorte que mon header bottom, vous voyez, aille jusqu'en bas, parce que là c'est pas le cas. Donc je vais lui spécifier une hauteur. Alors là je vais faire un petit peu au pifomètre. Je vais commencer à 250 pixels. C'est pas assez, je pense. Oui, voilà, c'est pas du tout assez. Donc on va commencer à 550 pixels. Et là, je vais l'agrandir. Alors, hop. Et là, avec la flèche, je vais l'agrandir jusqu'à ce que ça fasse pile poil la taille de... Voilà, donc c'est 663. Et donc là, ça fait pile poil la hauteur, vous voyez, puisqu'il s'arrête pile poil en bas. Donc voilà, je vais copier ça. Et maintenant, je vais venir positionner mes éléments à l'intérieur. Hop, je copie le header bottom. Voilà. Alors là, déjà, il faut que je mette de la marge au-dessus, beaucoup plus, avec ce texte-là. Et de la marge aussi sur le côté, ici, hein, puisque vous voyez qu'il y a toujours cet espace-là. Donc à l'intérieur de mon header bottom left, je vais mettre un padding. Donc ça va être un padding left de 50 pixels, voilà, pour que ce soit aligné pareil. Et on va lui appliquer une marge, un padding intérieur, donc je vais mettre padding top de, je sais pas moi, 150 pixels, voilà, pour que ce soit un peu plus bas. Alors on pourrait mesurer, hein, mais là je vais le faire un petit peu au pifomètre, alors... bon, c'est pas forcément bien, en général c'est quand même bien de prendre des mesures. Là voilà, comme c'est un tuto, je vais pas passer 1000 ans à aller prendre des mesures dans Photoshop. L'idée, on n'est pas à 10 pixels près, l'idée c'est que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Mais après, si vous voulez être très méticuleux, bah, allez prendre toutes les mesures sous Photoshop et ensuite appliquer vos paddings, etc. Donc, je vais copier ça ici. Maintenant,
il y a de l'espace entre les deux. Donc ici, voilà, il y a un espace, je sais pas, que je qualifierais de... hop, si je mesure à peu près de 20 pixels, voilà. Grosso merdo de 20 pixels. Donc, je vais alors l'appliquer sur Burger, donc texte 2. Je vais mettre margin top 20 pixels, donc je rajoute une marge en haut. Alors j'aurais très bien pu mettre un margin bottom sur cet élément-là. Bon, après, chacun fera de la façon qu'il souhaite. Et en fait, pour pas m'embêter, je vais directement rajouter en dessous un margin bottom, comme ça je modifie qu'une seule classe de 20 pixels aussi. Alors par contre, peut-être qu'il est plus près. Alors je laissais le 20 pixels, mais vous voyez qu'en fait ici, il y a de l'espace blanc en dessous du texte. Vous voyez, c'est dans la zone bleue, là. En fait, ma margin, alors là, on la voit pas très bien, mais ma margin, c'est en orange, en fait, quand je sélectionne un élément. Et la hauteur du container est en bleu. Donc, pour ça, je vais mettre 8, alors un peu au pifomètre aussi, hein, c'était 114 la taille de la police. Donc, je vais diminuer, voilà, pour que ça vienne coller un peu plus. Voilà. De façon qu'il y ait les mêmes marges. Donc, c'est hauteur 99. Alors, on va mettre 100, histoire d'être dans les arrondis. Donc, c'est bon, je peux copier ma classe et la remplacer. Texte 2. Comme ceci. Voilà, donc là, ça ressemble quand même pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut que je m'occupe de la partie la plus délicate, cette histoire d'image. Il y a cette espèce de halo qui passe par-dessus le menu. Alors, on va pas le faire passer par-dessus le menu, mais on va peut-être le faire passer par-dessous le menu. Alors pour ça, on va voir le paramètre position. Le paramètre position, ça va permettre de définir le type de positionnement de chaque container. Donc par défaut, chaque élément est positionné de façon statique en fait. Donc là, si je mets position statique, ça change absolument rien. Mais on a la possibilité de les positionner en absolute. Alors absolute, ça veut dire que ils vont pas prendre les contraintes des éléments qu'il y a autour d'eux. Parce que là, si en position statique, s'il y a un élément avant eux, bah, cet élément va pousser l'élément suivant. Si vous mettez en position absolue, ça ne tient pas compte des éléments qu'il y a précédemment. Donc c'est une position absolue. Et donc à partir de là, on va pouvoir utiliser le top, les paramètres top, left, etc. Donc là, si par exemple je mets position absolue et que je mets top 0, en fait ma div va se positionner, vous voyez, directement 0, donc tout en haut en fait du navigateur. Et si je mets left 0, donc je vais mettre une couleur d'arrière-plan pour que vous compreniez mieux. Background-color red, rouge par exemple. Vous voyez que là, si j'ai mis top 0 et left 0, il se fiche absolument de l'élément dans lequel il se trouvait. En fait, il sort complètement de toute cette zone-là. Il va venir se positionner exactement où je le mets. Donc si je mets top 10 pixels, bah, par rapport en haut, vous voyez qu'il y a une marge de 10 pixels. Si je mets 0, il se positionne là. Par contre, si je mets à la place de left, je mets right 0, il va se positionner à droite. Ok ? Alors ça nous ennuie un peu parce qu'on n'a pas envie de positionner cet élément par rapport au coin en haut à gauche, puisque vous voyez que si je réduis ma fenêtre, en fait, mon élément central va bouger, mais par contre, mon image va rester calée à gauche, donc bon, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc en fait, pour lui dire que le top et le left, les valeurs du top et left qu'on va utiliser ne sont pas relatives en fait à l'origine du navigateur, c'est-à-dire le point le plus en haut à gauche, mais relatifs à l'origine de l'élément dans lequel il se trouve, on va aller justement dans cet élément parent, donc header bottom en l'occurrence, et on va lui appliquer le position relative. Et à partir de là, si vous avez un élément, un container de type position relative qui est le parent d'un élément de type position absolue, et bien en fait, le top et le left que vous avez utilisés seront relatifs à ce parent qui a la position relative. Voilà, alors c'est un petit peu compliqué, mais en vrai, techniquement, c'est pas si compliqué que ça. En fait, l'élément parent, il a juste une position relative, et à partir de ce moment-là,
le top et le left peuvent être définis à partir de l'origine de cet élément. Vous voyez, header bottom, il commence là, donc 0, 0, maintenant c'est ici. Sauf que nous, on veut pas 0, 0, donc on va mettre right 0 pour qu'il se repositionne à gauche. Mais par contre, on va avoir la liberté de le remonter, en fait. De le remonter, donc ça va passer effectivement par-dessus le menu. Donc là, je laisse le background en rouge, histoire que vous voyez ce qui se passe. Alors par contre, il passe par-dessus, mais ça, bon, on réglera un problème après l'autre. Donc je vais pouvoir augmenter sa hauteur aussi, histoire qu'on voit la fin du burger. Voilà, comme ceci. Et par contre, on voit pas ce qui est à droite, donc je vais augmenter sa largeur aussi. Jusqu'à ce qu'il soit positionné à peu près comme je veux. Donc là, ouais, un peu plus. Donc une largeur un peu plus importante. Voilà. Après, on viendra repositionner le badge, hein, mais pour l'instant, on s'occupe de ça. Donc là, le burger, il est à peu près positionné comme je souhaiterais qu'il le soit. Je vais enlever le background rouge dégueulasse. Voilà. Et c'est pas trop mal. Alors peut-être qu'il est un peu trop à gauche. Ouais, donc je vais un peu diminuer la largeur. Voilà, pour qu'il se recentre. Ouais, là, ça m'a l'air pas trop mal. Alors par contre, effectivement, j'ai plus accès. Vous voyez, là, quand j'essaie de sélectionner le texte, là, vous voyez, je peux sélectionner du texte, mais quand j'essaie de sélectionner le texte du menu, bah, j'ai plus accès puisque cet élément en position absolue est passé par-dessus. Et donc c'est là où je vais devoir utiliser une autre notion qui est le z-index. Le z-index, en fait, c'est la profondeur, en fait, de chaque élément. Et donc j'ai envie que mon menu soit par-dessus mon image. Donc pour ça, je vais définir sur l'image un z-index égal à 0. Voilà. Et je vais revenir sur mon menu. Vous voyez, je ne peux pas le sélectionner là parce que l'image est par-dessus. Donc je vais dire, voilà, tout header top d'ailleurs. Hein. On va pas faire que le menu. Et je vais mettre z-index 1. Alors là, ça marche pas puisqu'il faut que je mette position relative. Voilà. C'est-à-dire que si on est en position statique, vous ne pouvez pas manipuler les z-index. Donc, j'ai pas envie de mettre position absolue parce que sinon ça va faire, n'importe quoi. Hein. Si je mets en position absolue, là, vous voyez que le truc part totalement en couille. En fait, il va se caler par rapport à la position absolue, etc. Donc, c'est pas du tout ce que je veux. Mon menu du haut, si je mets position relative, concrètement, ça va rien changer par rapport à statique, si ce n'est que ça va apporter des propriétés supplémentaires qui vont permettre de manipuler le z-index notamment. Et donc là, vous voyez qu'à partir du moment où j'ai mis ces éléments de profondeur, donc plus le z-index est grand, plus il est par-dessus. Et donc là, je peux maintenant sélectionner mon menu, ça veut dire que plus tard, je pourrai cliquer dessus quand il sera cliquable. Donc header top, je le modifie puisque j'ai mis le z-index. Alors là, je vais commencer à chercher mes trucs parce qu'il y en a tellement. Header top, il était là, voilà. Donc dans le logiciel, vous faites CTRL F hein, pour faire une recherche, CTRL F et ensuite vous tapez votre recherche. Donc la grosse partie qu'il faut surtout pas que je perde, c'était header bottom right avec l'image du burger que je copie et que je colle à la fin. Je rafraîchis pour voir que tout a bien été mis en page, c'est pas le cas, parce que j'ai oublié un truc très important, c'est le header bottom qui devait être en position relative. Bien copier le header bottom en position relative. Voilà. J'ai oublié de copier quelque chose là parce que j'ai foiré. Alors je sais pas ce que j'ai oublié de mettre, mais là il faut rajouter un background position, donc center horizontalement. Donc là on va mettre moins, allez hop, pour que ce soit à peu près comme on veut. On regarde comment c'est aligné ici. Là vous voyez le R il arrive un peu en dessous du haut du burger. Voilà, pour que la lueur fonctionne en haut. On va plutôt le mettre comme ceci, moins 40 pixels, donc background position, center, pour que ce soit centré dans ce sens-là, et moins 40 pour descendre le positionnement de l'image. Donc ça c'est sur le background bottom right.
Voilà. Et donc là, c'est plutôt pas mal. Le dernier truc qui reste à positionner, c'est le badge. Donc le badge, on va pas trop s'embêter. On va le positionner avec des margins. Donc margin top, on va mettre, je sais pas moi, 150 pixels. Hop, on va le faire avancer. Alors peut-être 300 pixels plutôt. On regarde, il est... ouais, vraiment, il va plus bas que l'ombre. Alors, hop, 526, voilà, c'est un peu plus. Voilà, donc on va dire 550 margin top, et ensuite margin left. On va mettre, allez, 250. Est-ce qu'on est à peu près bon? Oui, il frôle à peine ici, donc on va le reculer un peu. Hop, je diminue ça aussi. À vous de voir pour le positionner au mieux. Donc là, vous voyez, je fais un peu au pifomètre les valeurs. Bah, c'est pour le tuto. On va pas mettre 1000 ans à mesurer. Mais voilà, chez vous, enfin, quand vous aurez à faire un site internet, mesurez bien les valeurs sous Photoshop. Et voilà, donc on se retrouve avec un header parfaitement intégré. On a de la chance, ça ressemble quand même pas mal. Je pense n'avoir rien oublié. Ah, il y a un S à burger, et là il n'y en a pas. Effectivement. Il y a une petite différence, je vais enlever le S. Maintenant, est-ce que le J c'est le S? Je ne sais pas. Burger, il n'y a pas de S ici. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième partie, on a fini d'intégrer notre header, donc c'était assez dense. On a vu pas mal de nouvelles propriétés CSS, alors ça peut paraître un petit peu complexe comme ça, après il faut vraiment les manipuler. Faites vraiment le tuto en même temps, essayez les différents éléments, les margins, les paddings, manipulez-les pour voir concrètement comment ils agissent en fait sur les éléments. C'est là où vous allez pouvoir comprendre. C'est pour ça, vraiment utilisez Chrome et utilisez l'outil de développement de Chrome, puisque ça vous permet vraiment de le manipuler en direct pour que ce soit un petit peu plus palpable et plus visuel. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi retrouver le code de cet épisode dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour moi. Portez-vous bien. Ciao!